sur base de l'expertise que j'ai acquis dans mon travail, qui consiste plus spécifiquement à essayer de comprendre les mécanismes infectieux et à développer des meilleurs vaccins contre la brucellose. J'ai été appelé pendant la pandémie de SARS-CoV-2 à intervenir assez régulièrement dans les médias, notamment pour parler de l'origine du virus ou de l'efficacité des vaccins qui ont un peu été développés en urgence contre ce virus. Et donc dans ces interventions et dans les différents débats qui ont suivi, je me suis rendu compte de la difficulté en fait, de construire un consensus en urgence par rapport à des connaissances scientifiques. D'arriver à produire un consensus quasiment au jour le jour et de le faire sur des domaines qui ont des conséquences majeures. Parce qu'en cas de pandémie, je dirais la valeur d'une mesure d'hygiène, comme par exemple le port du masque ou la valeur d'un traitement thérapeutique ou d'une prophylaxie avec un vaccin, ça peut avoir un impact pour la survie de milliers, voire de millions d'individus. En fait, c'est extrêmement rare d'avoir des domaines de la connaissance ou des disciplines où on a réellement besoin d'avoir ce type de consensus. Dans le cadre des sciences naturelles, donc la biologie, la physique, on n'a pas généralement une énorme pression à arriver à un consensus, donc à mettre vraiment tout le monde d'accord sur la réalité d'un fait. Généralement, on est dans ce que j'appelle un consensus liquide qui va s'imposer progressivement par l'accumulation des faits et des évidences. Il n'y a pas de pression à déterminer véritablement si quelque chose est vrai, parce qu'on n'a pas véritablement de décision de vie ou de mort à prendre sur base de ces connaissances-là. Par contre, il y a un domaine qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est devenu critique, c'est celui de la médecine. Là, en médecine, avec le développement des traitements de masse, avec le développement des grandes campagnes de vaccination, où on doit vacciner plusieurs centaines de millions d'individus ou parfois plusieurs milliards d'individus. Je crois que par exemple le vaccin contre la tuberculose a été administré à plus de 4 milliards d'enfants. Dans le cadre de ces traitements-là, on a vraiment besoin d'arriver à un consensus sur l'efficacité du traitement, sur son innocuité. Et donc la médecine a dû évoluer et développer des outils conceptuels, des normes, des méthodes pour arriver à construire le consensus en sciences. Et donc c'est un des rares cas qui peut peut-être faire école dans les autres disciplines, où on a dû développer une capacité à produire le consensus. Et donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, principalement à partir des années 90, je dirais, on a eu un shift entre ce qu'on pourrait appeler la médecine d'art, qui est une médecine où le choix des thérapies va fortement dépendre de l'expérience du médecin, de son vécu, des expériences qu'il a faites dans sa pratique. On va progressivement shifter de cette médecine d'art à ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves, qui, elle, va dépendre en fait de toute une série de normes qui reposent sur un travail collectif. Et donc, cette médecine basée sur les preuves, son premier objectif, c'est de dépasser l'expérience limitée du médecin et d'essayer de synthétiser l'expérience d'un très grand nombre de praticiens en y ajoutant toute une série de méthodes, notamment statistiques, pour évaluer, je dirais, l'efficacité des thérapies ou des approches prophylactiques. Donc, dans le cadre de la médecine basée sur les preuves, on a développé ce qu'on appelle une hiérarchie des évidences, une hiérarchie des preuves. On va par exemple considérer que par rapport à l'expérience individuelle d'un chercheur, ou par rapport par exemple aux résultats provenant d'expériences in vitro, ou d'expériences réalisées sur l'animal, ce qui va être le plus pertinent, le plus important, ça va par exemple être les essais cliniques réalisés de manière randomisée et par exemple en double aveugle. Donc par exemple des essais où à la fois le médecin qui donne le médicament et le patient qui reçoit le médicament ne savent pas s'ils reçoivent le contrôle, donc le placebo, ou la réelle molécule qui est censée être efficace.
ou bien des approches par exemple de suivi de cohorte. On va suivre dans le temps, parfois pendant des décennies, des cohortes très hétérogènes d'individus et comprenant parfois plusieurs millions d'individus. Donc toutes ces approches suivi de cohorte, essais cliniques, sont à l'heure actuelle considérées en médecine basée sur l'épreuve comme le gold standard, la référence, et sont considérées comme ayant plus de valeur pour décider de la validité d'un traitement que l'expérience individuelle ou que les expériences sur animaux ou les expériences in vitro. Et donc, en médecine, on est vraiment en réponse à la pression, je dirais, de pouvoir donner une valeur à certains types de traitements. On a été obligé de faire un pas, quelque part inédit en science, qui est celui de développer des méthodes, non seulement pour produire des connaissances, mais pour hiérarchiser ces connaissances dans les cas où on doit véritablement prendre des décisions dans l'urgence.